Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la campagne de en ligne. Et enfin, dans l'actualité internationale, Joe Biden en route pour le sommet du G20 avant une visite au Vietnam. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la campagne en ligne Soyez le changement s'est tenue mercredi dernier au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie s'est tenue sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, et en présence de José Barona, coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Étaient également présents à cette cérémonie les représentants du ministère de la Femme et de la Famille, les ambassadeurs, à savoir du Japon, de la Turquie, du Soudan, de Cuba, du Koweït, ainsi que les représentants résidents du programme de développement des Nations Unies, l'Agence pour l'alimentation et la culture des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette campagne est une initiative conjointe du système des Nations Unies à Djibouti, en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, lancée en ligne début août 2023 dans le cadre de célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Elle avait pour but d'inviter la jeunesse djiboutienne à Djibouti à partager à travers des courts-métrages vidéo leur engagement et participation active en tant qu'acteurs de développement durable en République de Djibouti. De nombreuses soumissions de vidéos ont été reçues démontrant le dynamisme et le leadership de la jeunesse djiboutienne dans le domaine varié. C'est ainsi que 8 lauréats récompensés affirment leur message, partagent des exemples et leur campagne en engagement à travers leur activité de bénévole ou en tant que membre du milieu associatif, et c'est pour contribuer à construire un environnement équitable, inclusif et contribuer au bien-être, développement socio-économique durable du pays. Eh bien, comme je vous le disais, les thématiques arborées incluent la promotion, l'art, la culture, l'égalité, les genres, notamment à travers la lutte contre les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre, l'importance de l'éducation et sur la santé sexuelle et reproductive, le renforcement de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap à tous les niveaux de la société. Écoutons la ministre lors de la cérémonie. Voulu accompagner ou appuyer ou plutôt collaborer, mais je vous dis que le grand travail a été fait par les bureaux des Nations Unies, mais on l'a soutenu parce que les jeunes doivent affirmer leur rôle de leader, ce que l'on appelle nous le rôle modèle, et pouvoir dire aux autres que leur implication positive est très importante pour le développement durable. Donc l'outil Internet est très important, mais il faut aussi savoir l'utiliser à bon escient. C'est l'usage qui confirme l'utilité par rapport au développement durable, par rapport aux projets, des préventions, des sensibilisations. C'est comment on l'utilise. On sait qu'aujourd'hui, l'outil peut être utilisé aussi à des dessins, à de méfaits. Ça peut être utilisé pour d'autres mauvaises fonctions. Donc c'est bien que les jeunes puissent maîtriser cet outil et l'utiliser à bon escient. Alors nous avons tout un programme de cinématographie, et d'ailleurs les projets Festival du film continuent. 6 jeunes ont remporté et très enthousiasmant de travailler auprès des jeunes djiboutiens. Alors j'ai été impressionnée par aussi l'intégration de la dimension bénévolat dans les différents projets. Donc c'est un travail sur lequel nous allons donner toute notre attention, mais on voit qu'il y a déjà vraiment du prérequis, qu'il y a déjà des choses qui sont faites et que les jeunes aujourd'hui qui ont témoigné de leur engagement dans les vidéos, nous allons pouvoir travailler avec eux pour qu'ils puissent un peu devenir le porte-parole de ce travail de bénévolat avec le premier prix, donc qui est associé et qui a montré que la culture aussi est un espace ou bien un moyen un support de communication, des sensibilisations et des préventions. Donc vraiment très contente, très agréablement surprise, et je sais que la jeunesse djiboutienne va encore faire plus que ça. Donc je tiens à remercier le système des Nations Unies. Direction l'Arabie Saoudite, où le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, s'est rendu à Jeddah, en Arabie Saoudite, sur invitation de son homologue
pour prendre part à une conférence internationale intitulée Sustainable Maritime Industry, conférence Vision 2030 qui s'est tenue à Jeddah du 4 au 6 septembre sous le patronage de Salah bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des Transports et de la Logistique, et sous le ici du secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Dans son déplacement, le ministre est accompagné de son directeur des affaires maritimes, M. Alimir Chamdaoud. Cette conférence portait sur une analyse de l'impact du transport maritime sur le développement durable, l'écosystème marin déjà fragilisé et la future technologie des navires propres. Ces assises de grande portée internationale ont participé à une cinquantaine de ministres en charge du transport maritime, des représentants d'organismes internationaux, des grandes universités, d'institutions académiques ainsi que des grosses compagnies maritimes. La conférence a débuté par le discours du secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, suivi par celui du ministre des Transports saoudien. Dans leur discours, le ministre et le secrétaire général de l'OIM n'ont pas manqué de rappeler de l'urgence qui prévaut d'accélérer la vision 2030 des Nations Unies. En marge de sa participation à cette conférence, le ministre a eu une réunion très fructueuse avec le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, où a été arboré des sujets d'un intérêt national en matière de renforcement des capacités, mais aussi des sujets de caractère régional, notamment le code de conduite de Djibouti, où le ministre n'a pas manqué de rappeler que le secrétaire général l'urgence imminente de provoquer une réunion barrière de fonds pour renflouer le Trust Fund, ainsi relancer et redynamiser le mécanisme du code de conduite de Djibouti qui manque aujourd'hui de fonds pour son fonctionnement. Et de notre magazine cet après-midi, toujours dans notre volet énergétique, au cœur de Djibouti, dans la région pittoresque de Goubet, une métamorphose extraordinaire est en train de s'opérer. Jadis célébrée pour ses eaux salines et ses richesses minérales, cette région voit aujourd'hui se dessiner un avenir radieux, mêlant innovation et durabilité pour façonner une nouvelle ère. Ce récit enchanteur évoque la renaissance progressive du rive du Goubet. Dans une histoire qui semblait réservée aux contes des légendes, les rives du Goubet se sont réveillées petit à petit, marquant ainsi le début d'une transformation extraordinaire, avec la construction d'un port minéralier. Le sel et les bromures de sodium précieusement enfouis dans les profondeurs de la terre depuis des millénaires sont désormais les joyaux de cette terre ancestrale, qui sont destinés aujourd'hui à traverser les frontières et à s'épanouir sur les marchés mondiaux. Depuis quelque temps maintenant, la région du lac Assal devient coutumière de ce genre de cérémonies. Et c'est une très bonne nouvelle pour une région que les croyances, mais aussi les difficultés d'accès et la rigueur des conditions climatiques rendaient réfractaires, pensait-on, à toute velléité de développement économique. Aujourd'hui, le lac Assal, grâce aux progrès réalisés, notamment sur le plan des infrastructures, ne revêt plus ce caractère singulier d'un no man's land où aucun développement n'est envisageable. Dorénavant, cette terre ancestrale écrit un tout nouveau chapitre de son histoire. Les éoliennes majestueuses du parc éolien se dressent fièrement, leurs pales dansant avec le vent pour générer une énergie propre et renouvelable. Le Goubet Wind Farm, l'usine de bromure de sodium, sont bien plus que de simples infrastructures économiques. Elles incarnent un symbole puissant d'engagement envers l'avenir. Jusqu'à présent, notre économie essentiellement basée sur le secteur tertiaire donnait l'impression d'être unijambiste. Désormais, avec le développement amorcé du secteur industriel comme la zone économique spéciale du lac Assal, notre économie gagnera, comme je l'ai dit, en solidité et en stabilité. Cette vision ambitieuse s'étend bien au-delà de la simple production d'énergie. Les côtes autrefois paisibles du Goubet sont désormais le berceau d'une activité économique florissante. Le port minéralier, les éoliennes, la géothermie forment tous une symphonie d'opportunités économiques qui résonnent bien au-delà des frontières. Le Goubet ne se contente pas d'être un précurseur de l'économie, il devient un modèle de développement durable et d'innovation. Ainsi, la région du Goubet renaît tel un phénix sorti des cendres, métamorphosé grâce à une vision audacieuse et à des efforts concertés.
hier, aujourd'hui et demain se rejoignent pour créer une histoire de réussite. Une histoire où la terre danse en harmonie avec le vent, où les industries prospèrent grâce à la technologie verte et où les générations futures héritent d'un pays plus lumineux et plus durable. C'est une histoire qui montre que la préservation de l'environnement peut aller de pair avec le développement économique, offrant ainsi un avenir prometteur pour le Goubet et pour le pays tout entier. Nous restons toujours dans la région de l'intérieur, cette fois-ci à Arta, où dans le cadre des activités de l'équipe mobile de la région sanitaire d'Arta, ayant trait à l'assistance et la prise en charge des populations de zones rurales éloignées en matière de santé, une caravane médicale composée de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers s'est rendue jeudi dans la localité de l'Aïta. Cette caravane conduite par le médecin-chef de la région sanitaire d'Arta, Dr Yacoub Hussein Ardeye, a entamé très tôt des consultations, prodiguées des soins nécessaires à des patients, délivrés des médicaments et d'autres ordonnances, tout en procédant en même temps à la sensibilisation autour des maladies contagieuses et leur prévention. Les prestations de soins offertes par l'équipe mobile comprennent entre autres des consultations pour adultes, enfants, consultations pour des femmes enceintes, dépistage de la malnutrition, dépistage et distribution des moustiquaires et la vaccination de routine contre le Covid-19. Au total, l'équipe mobile d'Arta a pu effectuer 90 consultations adultes, 85 en pédiatrie, 118 enfants dépistés par la malnutrition et 36 enfants enceintes, des femmes enceintes qui ont bénéficié des consultations prénatales. Eh bien, dans son intervention, le médecin-chef de la région d'Arta a indiqué que cette activité découle de la stratégie du ministère de la Santé qui a mis en place des équipes mobiles médicalisées qui assurent, selon un planning préétabli, le passage dans les zones rurales enclavées. Aujourd'hui, dans le cadre de nos activités de quotidien, nous sommes en déplacement au niveau de la sous-préfecture de Karta pour pouvoir prodiguer les soins de santé primaire, à savoir le paquet minimum d'activités, à savoir la consultation de routine, les consultations obligatoires, la santé reproductive, les consultations prénatales, le planning familial et le suivi de grossesse de manière générale. Pour les enfants, nous sommes en train de voir leur état nutritionnel et leur suivi vaccinal. Et nous sommes aujourd'hui d'une telle fierté aujourd'hui de l'accueil qui nous a été réservé par la population ici présente. Nous remercions les mamans, les parents, les ocales, les chefs de village qui ont participé activement à pouvoir rassembler les gens, à travailler des concerts avec nous pour pouvoir prodiguer ces soins. Éducation, cette fois-ci, ou dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre et la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse français, qui a été signé en juin 2023, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a co-présidé avec M. Nicolas Marquez, sous-directeur des relations internationales au ministère de l'Éducation nationale française, une réunion de travail virtuelle le jeudi 7 septembre dans l'après-midi. Les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale française et la représentante de l'inspection générale, les représentants des académies et les proviseurs de 3 lycées partenaires ont pris part à cette importante réunion. Côté français et côté MENFOP ont participé à cette réunion M. Éric Chevreloup, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, Mme Mouna Ismaël Abdou, inspectrice générale de l'enseignement général, les 2 inspecteurs doyens, les proviseurs et les professeurs de l'école Excellence. La réunion est convoquée par les 2 parties pour finaliser les stages d'immersion et de formation des professeurs et des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'Excellence. 6 professeurs accompagnent du proviseur M. Rachid Abdellah Miguel se rendront en France le 10 au 17 septembre afin de suivre un stage d'immersion avec leurs collègues français. Ils seront également formés sur les contenus des programmes des différentes filières de la 2e année. Dès la première semaine d'octobre 2023, il sera le tour des étudiants d'effectuer leur stage d'immersion dans 3 lycées partenaires qui sont le lycée Camille Guérin de Poitiers, le lycée Henri Poincaré et de Nancy et le prestigieux lycée Louis-le-Grand de Paris. Ce sera un moment très bénéfique pour nos étudiants qui pourront assister à des enseignements dispensés par des professeurs des lycées partenaires, mais surtout, ils auront l'occasion d'échanger avec leurs camarades français sur les enjeux liés au sujet des concours et les investissements personnels qui sont attendus d'eux pour réussir au concours des grandes écoles. Les hauts responsables du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse ont exprimé leur satisfaction de poursuivre leur coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
dans tous les domaines d'intérêt commun. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour faire ce projet innovant un exemple réussite. Le nouveau coq de l'ambassade de France à Djibouti s'est aussi réjoui de cette équipe dynamique du ministère de l'Éducation qu'il a assuré le soutien de l'ambassade pour l'éducation, la principale priorité de coopération. Enfin, le secrétaire général a remercié en son nom le ministre M. Moustapha Mohamed Hamoud et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tous les partenaires français pour leur engagement et leur accompagnement dans les consolidations qui sont une première à Djibouti. Faits divers à présent où les opérations de contrôle routier menées par la police nationale se poursuivent toujours dans la capitale. À cet effet, les hommes de la direction de la sécurité publique et des compagnies d'intervention ont été déployés sur des grands axes pour procéder à la vérification des pièces afférentes à la conduite et circulation des véhicules tels que les papiers de voiture, les vitrines teintées, les ports de casques, tous de roues, les contrôles d'alcoolémie ont été également renforcés dans les transports en commun, les taxis et à la sortie des établissements de nuit. Ces différentes opérations entreprises par la police nationale répondent à la nécessité de faire baisser drastiquement le taux d'accidents mortels sur nos routes. Il s'agit là aussi de limiter les différentes infractions du code de la route. Ces contrôles ont pour objectif de responsabiliser les usagers de la route en les obligeant à se montrer respectueux de la réglementation routière. Au-delà des aspects préventifs et répressifs, la police nationale a pour objectif d'améliorer la sécurité routière afin de diminuer le nombre d'accidents de la route. waxaana hay daacad dalkiisani hooyo gudiya dibaddiisa cadaawa u diiday dablaan ahaygan duruufaha hawsha anaa u dulqaato xilbaan dusha saaray dablaan ahaygan duruufaha hawsha anaa u dulqaato xilbaan dusha saaray waxaan ahay duugi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha waxaan ahay duubi dadkiisa hagaaya shuruucda dalkiisa dastuurka ilaasha digtooni anaa leh dilaagiya tuuga damaaci shisheeye danayste ma yeelo Direction le sud, le conseil régional a eu l'honneur d'accueillir la chef de projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID, Madame Ban Saraf, et son chef de projet adjoint Daher Merane pour une journée mémorable marquée par la remise officielle des matériels informatiques et de mobilier au conseil régional d'Ali Sabié. De l'arrivée, la délégation a été chaleureusement reçue par le président du conseil régional, Cheikh Hassan. Cette visite a été l'occasion d'un échange courtois et d'une présentation de l'engagement du projet de l'USAID dans la région. La cérémonie de remise officielle des matériels bureautiques et informatiques s'inscrit dans le cadre du projet d'appui et d'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Ces matériels revêtent une importance cruciale pour renforcer leur capacité à servir la communauté et à stimuler le progrès local. Le président du conseil régional d'Ali-Sabé exprime sa profonde gratitude envers l'USAID pour son soutien inestimable et son engagement indéfectible envers le développement de leur région. Et c'est un pas de plus vers un avenir meilleur où la société civile jouera un rôle important, clé dans notre prospérité commune, a-t-il déclaré le président de la commune, le président plutôt de la région d'Ali-Sabé. Dans le cadre des programmes d'aide sociale, le Diwan Al-Zaka a procédé à la distribution de la première tranche de parrainage aux orphelins pour l'année 2023 au niveau de la région de Tadjoura. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du préfet de Tadjoura et des représentants du Diwan Al-Zaka, des familles des orphelins bénéficiaires de ce noble geste. À cet égard, environ 116 orphelins ont bénéficié de la première tranche de parrainage du Kafala. Chacun a une somme de 15 000 francs. Le responsable du Diwan Al-Zaka, Adel Hussein, et du préfet de la région,
le Tadjoura, M. Mohamed Abbas, ont souligné la grande importance de la zakat, de la khalfala, pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables de la société. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le sommet G20 de New Delhi sera marqué par les absences du président russe Vladimir Poutine, du chinois Xi Jinping. Après un dernier test négatif au Covid-19, Joe Biden s'est envolé pour New Delhi où se tient ce week-end le sommet G20. L'épouse du président américain Joe Biden avait été testée positive en début de semaine. Ce sommet sera marqué par les absences des présidents russes Vladimir Poutine, du chinois Xi Jinping qui seront représentés par leur ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et Wang Yi. 9 pays ont été invités, le Bangladesh, l'Égypte, Maurice, le Nigeria, les Pays-Bas, l'Oman, Singapour, l'Espagne, les Émirats arabes unis. Le changement climatique et les conséquences de l'invasion russe à l'Ukraine font partie des thèmes qui seront arborés, aimant au principe de laïcité dans les écoles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.